Bienvenue au Campfire Chat de C2G Learn. Aujourd'hui, nous allons nous axer sur la gouvernance des différents types de captage et de stockage du CO2. Merci d'être avec nous, où que vous soyez. C2G Learn est un événement où nous essayons d'apporter des opportunités de sensibilisation et d'éclairage pour différents publics, des néophytes et aussi des personnes qui en savent un petit peu plus sur ces sujets. Et donc aujourd'hui, c'est un de ces événements, des aspects particuliers de cette grande question qui nous préoccupe. Notre événement est divisé en deux volets. Il y a une session de webinaire qui consiste à en apprendre plus sur le statut de la science, des questions de gouvernance et des connaissances. Et le Computer Chat qui nous éclaire sur ce que les différents acteurs, leur niveau d'implication, et nous permet d'en savoir plus sur ce qu'ils pensent. Dans son rapport spécial et même dans le 5e rapport d'évaluation, le GIEC a clairement dit que si nous voulons atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il faut vraiment équilibrer les émissions et ensuite atteindre les émissions négatives, c'est-à-dire d'éliminer plus de carbone qu'il y a d'émissions restantes. Et les deux changes transformationnels seraient la réduction des émissions ou les mouvements à grande échelle, et cela est vraiment nécessaire. Donc la question n'est pas tant de savoir si nous avons besoin d'élimination à grande échelle, mais plutôt de comprendre le montant et le sort d'options que nous avons. Il faut avoir des objectifs ambitieux de réduction et en même temps tester l'acceptabilité de la société de l'élimination du CO2 qui serait équilibrée à la moitié du siècle et avec des stratégies de réduction des émissions. Faute de quoi il serait absolument impossible d'atteindre l'objectif du 1,5 degré ou des 2 degrés. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement nous axer sur l'une de ces options qui va être débattue et analysée, et c'est le captage direct associé avec le captage et le stockage du carbone. Donc ces événements ne servent pas à se quereller ou à convaincre les autres, mais servent à partager les différents points de vue de nos experts et de voir pourquoi ils ont différents arguments et différentes perspectives. Dans le diapositive d'ouverture, nous avons vu nos invités. Nous allons bientôt leur donner la parole. Vous pouvez également adresser vos questions aux experts. Et donc, nous avons 4 personnes extraordinaires avec nous ce soir. Bienvenue. Ils vont tous se présenter dans leur première présentation, mais je vais juste donner leur nom. Nous avons Carrie Vincent, PDG de Geonet, David Hawkins, qui est directeur des politiques climatiques et des programmes d'énergie propre au Conseil de défense des ressources naturelles. Nous avons Masashiro Sugiyama, qui est professeur associé de recherche des technologies alternatives à l'Université de Tokyo. Et nous avons Maya Betros, qui est directrice du projet énergie et utilisation des terres chez Nature Conservancy. Merci à tous les 4. Et pour certains d'entre vous, il est tard, pour d'autres, il est très tôt. Et merci d'être disponible pour nos auditeurs et spectateurs. Donc, cela va fonctionner de la façon suivante. Nous avons d'abord une séance avec les présentations de nos experts. Et puis, nous passerons à une session de questions et réponses. Et nous répondrons aux questions que vous pouvez avoir à l'esprit et nous faire parvenir. Donc, vous avez à cet effet une interface en bas de votre écran. Il suffit donc d'appuyer dessus pour accéder à l'interface. Nous avons Michael Thompson en coulisses qui fait en sorte de les synthétiser. Et nous avons également quelques questions qui viennent d'interactions précédentes au cas où nous ne recevions pas aujourd'hui beaucoup de questions qui viennent des États-Unis, mais nous espérons quand même en recevoir dans la mesure du possible.
Ah oui, je vous rappelle qu'il ne faut pas utiliser la chat box car on ne va pas la surveiller. Et voilà, et je crois que j'ai couvert tous les aspects mécaniques de cette présentation. Donc, nous allons commencer avec vous, David Hawkins. Vous pouvez partager vos questions et votre approche du sujet. Merci d'avance. Merci et merci d'avoir organisé cet événement et de m'inviter. Je suis avocat de formation et je fais un travail politique sur le Conseil de défense des ressources naturelles aux États-Unis. Et je suis heureux de pouvoir faire quelques remarques sur le captage direct dans l'air. Pourquoi la communauté du climat est-elle intéressée dans le captage direct dans l'air? Kai a mentionné l'une des raisons, mais par ailleurs, je dirais que, en particulier, la capture directe de l'air évite d'avoir à utiliser de la biomasse, et c'est un avantage car quand nous, les humains, commençons en quelque sorte à déranger les systèmes biologiques de la Terre, eh bien, nous avons tendance à ne pas le faire comme il faut. Et je ne crois pas que ce serait différent avec des systèmes d'élimination basés sur la biomasse. Et donc, deuxièmement, l'emplacement est flexible. Ça n'a pas à être situé près d'une grande source d'émissions de carburants fossiles, car il élimine le CO2 de l'atmosphère. Et il a la capacité de remplacer les carburants fossiles par des carburants de synthèse en utilisant le CO2 qui est dans l'atmosphère. Donc ce sont, à mon sens, trois caractéristiques importantes. Et donc, cela a une grande valeur si c'est évolutif. Ce n'est pas quelque chose qu'une application comme ça d'une boutique pourrait utiliser pour protéger le climat. Donc, si nous allons faire quelque chose d'utile pour le climat, nous avons besoin de milliards de tonnes d'élimination. Et cela nous conduit à une question fondamentale à laquelle il faut répondre vite, qui est celle des demandes en énergie pour ces systèmes de captage. Actuellement, les coûts énergétiques sont élevés et ce qui est énergivore est un problème en raison des coûts, de l'utilisation du terrain. Si nous utilisons des énergies renouvelables, solaires et éoliennes, il nous faut des terrains. Et donc cela ajoute à la complexité du déploiement, car plus on a besoin d'énergie et plus cela fait peser sur le système. Et actuellement, les coûts d'énergie sont larges. Il y a actuellement deux systèmes, l'un qui est basé sur les solvants et l'autre sur les sorbants. Et pour réussir à éliminer 1 milliard de tonnes sur la méthode des solvants, il faudrait 2% de la demande totale mondiale d'énergie actuelle. Et pour le système avec les sorbants, c'est près de 9% de la demande mondiale. Donc, si l'on veut éliminer 15 ou 10 gigatonnes, vous voyez que ces nombres sont absolument colossaux et il est donc très important de les réduire. Donc, il y a certaines options politiques pour les réduire. On peut par exemple subventionner pour construire une usine. On peut avoir des exigences d'approvisionnement où on peut établir des normes et faire ce déploiement sur la base des standards. Et la troisième norme, et ma préférée, ce serait, je pense qu'une petite reprise de 2% du carbone imposé aux producteurs de combustibles fossiles se traduirait par 10 millions de tonnes de projets qui pourraient être démarrés et il n'y aurait pratiquement pas d'impact notable sur le prix du combustible fossile. Et bien sûr, c'est un programme initial, mais c'est assez pour que ces usines pionnières soient construites et que nous puissions commencer ce processus d'apprentissage de réduction de l'énergie. Merci David. Maya, est-ce que vous voulez continuer? Merci.
Bonjour, je suis Maya Batres, je suis directrice de projet à Nature Conservancy. J'aimerais vous remercier de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici. Pour ceux qui ne connaîtraient pas TNC, je veux dire que nous sommes une organisation mondiale qui opère dans 79 pays et dans les 50 États et qui a pour mission de protéger la vie. Et nous avons avec nous près de 4000 scientifiques et experts politiques qui travaillent dans ce centre. Donc, mon travail consiste à combler l'écart sur les politiques et à développer des outils qui nous aident à construire les infrastructures nécessaires pour répondre aux urgences climatiques et aussi à protéger le paysage en Californie. Je suis actuellement au Minnesota, mais je vis en Californie. Et donc, quand je pense au captage direct de l'air, je pense vraiment à deux questions que je vais aborder maintenant et sur lesquelles je reviendrai dans le cours de la conversation. Comme David l'a fait remarquer, la capture directe peut demander beaucoup de terrain en fonction du type de chauffage et d'électricité que vous voulez utiliser pour alimenter ces installations. Donc, il faut envisager le déploiement du captage direct dans un contexte d'une infrastructure plus large et des technologies dont nous avons besoin pour répondre à nos objectifs de climat et énergétique, en particulier pour les énergies renouvelables qui peuvent demander beaucoup de terrain. Et il faut voir les opportunités et les compensations avec le déploiement et comment nous prévoyons le développement de ces technologies et comment elles peuvent être décisées d'une façon qui peuvent créer un préjudice pour le paysage. Parlons par exemple de la Californie. Il y a 80 000 acres d'énergie solaire au sol actuellement. TNC a conduit plusieurs enquêtes pour mieux comprendre les besoins de terrain pour atteindre la décarbonation. Et nous avons trouvé dans une étude récente qui s'appelle le Board of Place que la Californie pourrait avoir besoin de 3,1 millions d'acres d'énergie solaire pour remplir nos objectifs climatiques. Donc, lorsque l'on pense au déploiement de la capture directe, il faut penser aux autres technologies que l'on va utiliser, ce qu'elles utilisent comme terrain. Notre façon de prendre des décisions sur l'énergie et la capture directe maintenant va être importante pour l'avenir. Donc la colocation est une grande opportunité pour commencer, en particulier en Californie. Nous avons des ressources en énergie géothermique qui apportent des bénéfices pour le terrain, donc nous devrons réfléchir aux mécanismes politiques afin d'identifier ces opportunités le plus tôt possible. Et ensuite, lorsque je réfléchis à ces technologies, et étant donné ce que cela implique aussi pour le terrain, je me demande quels sont les mécanismes politiques et les précautions que nous devons déployer pour que cela soit cohérent, pas simplement pour les personnes, mais également avec la nature. Et en particulier pour les communautés qui sont le plus exposées au changement climatique. Donc je suis vraiment heureuse de participer à cette discussion et d'en savoir plus. Merci. Merci Maya. Je crois que cela nous conduit à ce que veut dire Masa Sugiyama. Il va nous en dire plus sur ces aspects. Masa. Merci Kai, merci beaucoup. Je suis très heureux de faire partie de cette discussion. Je m'appelle Masa Sugima, je suis professeur associé à l'Université de Tokyo et je suis parallèlement auteur pour le GIEC sur le chapitre qui traite de la capture directe dans l'air, CDA. Donc je travaille généralement sur les politiques climatiques, ce qui veut dire que je suis familier avec la CDA. J'essaye d'apporter des points de vue qui ne sont pas connus dans le monde occidental et je crois que cela est de plus en plus débattu en Europe et aux États-Unis, donc dans le monde occidental. Mais il y a une liste de pays, bien sûr, qui est intéressée par cette capture directe. Le Japon y prend un intérêt particulier dans le cadre de sa stratégie à long terme à la moitié du siècle et nous aimerions atteindre le zéro émission nette d'ici la fin du XXIe siècle. Cela veut dire que nous devrions donc atteindre les émissions négatives et nous avons certains projets de recherche et développement au Japon, mais nous n'avons pas vraiment d'entreprise active comme c'est le cas en Europe ou aux États-Unis.
Je disais, je fais de l'analyse des politiques climatiques qui intègrent une modélisation, mais le captage direct intègre les résultats de la modélisation. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'émissions négatives. Mais le Japon est un pays à forte densité de population. Le captage direct offre une flexibilité pour les emplacements et donc nous pensons que cela peut se faire quelque part dans le monde, pas nécessairement au Japon. Et c'est difficile pour nous de trouver un endroit de stockage géologique. Mais je crois que c'est vraiment un grand casse-tête pour le captage et le stockage des combustibles fossiles. Donc le CDA pourrait faire l'affaire, mais évidemment au Japon on pourrait vouloir développer un peu des installations de captage direct quelque part dans un pays étranger en obtenant bien entendu l'autorisation de ce pays en particulier. Donc peut-être que le Japon pourrait faire cela au Moyen-Orient, mais je crois qu'évidemment cela s'accompagnerait de grands défis de gouvernance. Donc je suis heureux de pouvoir parler de ces défis. Merci. Merci Maya d'avoir apporté donc ce point de vue national et les possibilités pour le Japon de faire face à ces défis d'élimination face aux caractéristiques géologiques et de la population. Donc Carrie, c'est à vous. Je crois que cela nous conduit au stockage. Merci de m'avoir invité. Je suis à la fin de la chaîne avec le point de vue du stockage. Cela fait 20 ans que je m'intéresse aux opportunités de stockage du CO2 et c'est l'une des principales options que nous avons. Je crois que pour donc stocker le CO2, qu'il provienne de sources industrielles ou de la capture directe dans l'air pour obtenir des émissions négatives. On a commencé à parler de captage en 1930 et du stockage il y a environ 40 ans. Et selon le rapport du GCC, il y aurait environ 260 milliards de tonnes d'émissions de l'activité humaine et qui s'est stockée. Et cela, évidemment, est un nombre fantastique. Mais nous devons donc en faire davantage pour remplir nos objectifs climatiques. Nous pouvons stocker le CO2 si nous regardons sur la planète. Il y a beaucoup d'endroits où c'est possible. Et donc, nous injectons actuellement du CO2. Il y a un projet donc, de 20 millions de tonnes qui auraient été stockées au cours des 20 dernières années. Il y a le projet de Gundari Dam de captage et stockage et qui a déjà capturé 2,5 millions de tonnes. Pour le captage direct, faut-il prendre en compte la colocation avec un stockage traditionnel du CO2 afin de pouvoir tirer des avantages du captage direct? Ou le captage direct sera-t-il suffisant pour être capable d'avoir son propre stockage? Car nous savons que nous voulons que le stockage soit près de l'endroit du captage pour qu'il y ait la plus grande efficacité possible. Donc, le stockage et les usines devraient être situés près des projets de captage et de stockage. Où serait le meilleur emplacement géographique étant donné la compétition qu'il y a pour l'utilisation des terres? Donc nous aimerions savoir ce qu'il va en être à l'avenir et comment nous pouvons efficacement stocker nos émissions ou les réduire. Et voilà, et pour voir ceci dans un contexte plus général afin de remplir nos objectifs climatiques. Merci. Merci, cela a été une présentation très, très rapide et précise. Donc, nous avons maintenant un bon aperçu sur les intérêts qui sont en jeu en termes de terrain. Et je crois que ce que chacun d'entre vous a dit, c'est la question de l'emplacement et pour ces demandes en énergie et les questions qui en résultent pour ce qui est de l'utilisation des terrains. Et l'autre aspect, c'est le développement et l'implantation de start-up et le commencement du développement d'une capacité pour que nous ayons une meilleure compréhension des questions que nous avons soulevées. Une question rapide, je regarde si nous en avons dans la boîte aux questions. Je ne pense pas.
Euh, bon, que ceux qui nous regardent n'hésitent pas à poser leurs questions. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il y a que des réponses bêtes. Et bon, je ne pense pas que de toute façon que cela va être le cas ici. Donc je vais peut-être prendre des questions que nous avions sous la main. J'ai une question donc sur ce dont nous avons déjà parlé, celle de la colocation et des raisons pour lesquelles elle est importante. Est-ce que vous pourriez donner des questions, du moins des raisons, des questions essentielles pour lesquelles la colocation est importante? Carrie, est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, je vois une question intéressante qui apparaît là dans la boîte. C'est quelqu'un qui demande comment stocker le CO2 et c'est une question qui vraiment m'interpelle. On pourrait tirer les leçons du projet Boundary Down qui ont dit qu'ils pouvaient atteindre une réduction des coûts de 67% avec leur prochain projet. Donc en termes de storage, ça dépend d'où évidemment on stocke. C'est plus cher offshore, mais cela crée de grandes opportunités. Pour le stockage onshore aux États-Unis, j'ai vu des chiffres de 6 ou 7 dollars par tonne de CO2 stocké, donc je crois que vraiment c'est abordable en fonction de l'infrastructure et de la taille du stockage. Donc pour séquestrer tout le CO2, je peux dire que les coûts s'améliorent et qu'il faut vraiment que l'on travaille là-dessus. Mais comme on apprend en faisant, eh bien, je pense qu'on arrivera aussi à réduire les coûts et qu'on fera la même chose pour le captage direct. Kai, pardon, pourriez-vous répéter votre question? Oui, ma question concernait en particulier les raisons de la colocation et les aspects donc, qui sont décrits pour le fait que ce coût est un gros facteur, car il y a le transport et trouver l'endroit où le mettre. Pensez également à l'efficacité du stockage, car où allons-nous stocker le CO2 si on continue à développer la capture directe? Et c'est une bonne opportunité pour faire les choses rapidement. Et donc, si on continue à avoir des projets de captage et de stockage conventionnels, où va-t-on situer le captage direct? Et on pourrait tirer les leçons d'apprendre sur le tas pour un projet de captage de l'air relativement bon marché. Ceci en est encore au commencement, c'est encore en développement, même si certaines sont déjà arrivées à maturité. Et donc, il faut vraiment faire vite pour obtenir les émissions négatives, car chaque année qui passe compte. Merci, je crois que le dernier point était très important, la question des dimensions. Et bien sûr, cela nous conduit également à la question des profils d'évolution et comment pouvons-nous obtenir ce que nous attendons. Il y a beaucoup d'idées en la matière, mais comment pouvons-nous faire démarrer cela? Et il faut également prendre en compte les questions politiques du profil. Fait-on cela à l'étranger? Et donc, pourrait-on faire un tour de table sur ce que vous voyez comme les éléments les plus essentiels et critiques pour ce type de profil d'évolution et si la capacité du captage direct et du stockage sur leur capacité. Axons-nous en particulier sur le stockage comme Carrie l'a décrite? Je vais demander à David, nous allons respecter le tour de passage. Donc, que pouvez-vous dire sur ce profil? Vous avez parlé des besoins en énergie. Oui, tout d'abord, j'aimerais corriger une donnée erronée en ce qui concerne les demandes d'énergie pour les systèmes basés sur les sorbants. Donc, une gigatonne d'élimination par an serait plus proche des 5% de la demande actuelle d'énergie mondiale. J'avais dit 9%. Et donc, 5 est plus précis sur la base des estimations publiées. Et donc, utiliser les systèmes courants qui sont très proches d'une génération zéro. Et le but, c'est que ces projets pionniers soient déployés et permettent ainsi d'entamer le processus d'apprentissage.
Le profil, pour moi, est assez simple. Nous avons besoin de politiques qui créent des marchés. C'est une demande des marchés. Et ce qui va conduire le secteur privé à dépenser de larges sommes qui sont nécessaires pour construire et améliorer ces installations et la demande du marché, ça ne va pas venir du système de marché libre. Cela va venir des politiques gouvernementales. Donc nous avons besoin de politiques gouvernementales. Et ces politiques vont dire aux développeurs, oui, si vous améliorez cette technologie, il va y avoir une demande, car c'est la politique qui le demande, qui demande cela, qui exige cela. Et donc, ceci est le profil direct. Et je pense que nous devrions continuer pour des raisons politiques. Et cela pourrait incomber à certaines juridictions. Et pour cela, nous avons peut-être besoin d'une subvention. Mais ces subventions devraient être considérées vraiment le moins possible. S'il y a une volonté politique, ce sera certainement faisable sur le plan technique et économique de demander une pénétration graduelle des technologies telles que la capture directe de l'air. Et enfin, j'aimerais dire que beaucoup de personnes de la communauté environnementale, dont moi, sont très préoccupées par la mauvaise utilisation de ces technologies comme le captage direct de l'air. Quand je parle de mauvaise utilisation, je veux dire d'utiliser ces technologies telles que le captage direct de l'air ou d'autres formes d'élimination du CO2 comme des solutions de remplacement à la réduction des émissions. Donc nous avons besoin d'un cadre politique qui ne permette pas l'utilisation de ces technologies d'élimination du carbone pour permettre de continuer à faire des émissions élevées de combustibles fossiles. Et je pense que nous devons faire ça. Il y a un article récent proposé par l'Union européenne qui propose un objectif séparé pour l'élimination du CO2. Donc vous avez d'un côté un objectif pour les réductions d'émissions et un objectif à part pour l'élimination du dioxyde de carbone et l'un ne peut pas compenser l'autre. Je crois que c'est une question sensible. Oui, merci. Maya, je vais peut-être vous demander de continuer sur la question de ces profils ou de réagir aux propos de David ou de faire un commentaire en la matière dans ce contexte. Oui, les mécanismes de comptabilisation sont vraiment très importants. La Californie a un ordre issu par son gouverneur pour atteindre la neutralité carbone, mais cela n'a pas encore été fait. Donc je pense qu'on ne sait pas quel est le rôle que la capture directe joue ou pourrait jouer pour atteindre nos objectifs climatiques. Et bien, tout cela, bien sûr, a trait à la complexité des mécanismes de comptabilisation et de trouver les personnes qui puissent se mettre d'accord sur les normes appropriées. J'aimerais brosser un tableau plus large et certains des défis auxquels je pense à propos de l'échelonnement de ces technologies dans ma juridiction. Il y a 2 endroits géographiques en Californie qui montrent un potentiel prometteur de stockage géologique. L'un est dans le sud de la Californie et c'est un endroit où il y a beaucoup de combustibles fossiles. Et dans le nord de la Californie, il y a aussi un endroit qui montre un grand potentiel pour le stockage. Et il y a beaucoup de terres agricoles et donc c'est vraiment des terres d'une grande valeur. Et donc quand je pense à la colocation, je pense à la façon de gérer le besoin de notre production agricole tout en atteignant les objectifs climatiques. Donc on pourrait, vous voyez, essayer de pousser un peu plus loin le captage direct de l'air et pour ces terrains à grande valeur agricole et par exemple transporter le CO2 en voiture ou sur des péniches ou par voie ferroviaire. Donc il y a plusieurs options. Et il a été vraiment nécessaire de prendre ces décisions sur les conséquences sur la qualité de l'air pour les communautés impactées par le transport. Et si nous utilisons des pipelines, alors quelle est vraiment la faisabilité de ces infrastructures et construites selon un calendrier régional et avec les défis auxquels nous faisons face en Californie, en particulier pour permettre le déploiement de ces technologies.
Je ne fais pas machine arrière sur la flexibilité d'emplacement pour la capture directe, mais il faut prendre en compte d'autres éléments que lorsque l'on déploie ceci à grande échelle. Et il ne s'agit pas simplement de choisir un emplacement. Vous savez, en particulier dans la vallée centrale de la Californie, où la qualité de l'air est la plus affectée en raison du transport et des déchets agricoles et de la biomasse. Donc on ne veut pas ajouter le problème de la qualité de l'air en transportant du CO2 en camion dans ces régions. Et donc lorsque l'on pense à l'emplacement, il ne faut pas simplement penser à une technologie qui est mise en place dans un endroit donné, mais il faut vraiment voir tous les impacts que cela peut avoir sur les communautés. Il faut penser au transport et aux infrastructures nécessaires pour transporter cela. Merci, j'aimerais peut-être vous demander, Massa, car Maya vient de décrire les défis qui se posent en termes d'emplacement, et je pense que c'est une question importante de savoir que la population doit faire partie du processus de décision, et donc je pense qu'effectivement tout cela est un petit peu plus complexe, et comme vous l'avez dit, si vous avez forcé, enfin peut-être le mot ne convient pas, mais bon, de trouver des prestataires de services à l'étranger qui feraient ce travail, par exemple pour le Japon. Donc, quelle serait votre opinion en la matière sur ce que justement les défis croissants si vous devez faire ceci à l'étranger? Pour y trouver les opportunités de captage direct, est-ce que vous pourriez vous exprimer un petit peu plus largement sur ce sujet? Ah oui, merci. Je dirais d'abord qu'il faut échelonner le CDA et bien sûr les entreprises doivent avoir des incitations. Je suis d'accord avec David, il faut créer un marché et il y a différentes façons de créer un marché. Bien entendu, il y a la question des prix et le gouvernement peut offrir les services de DCA et il y a donc beaucoup de façons de créer un marché. Par exemple, prenons le gouvernement japonais, il pourrait en quelque sorte obliger les compagnies à offrir des services de captage direct. Et oui, il y a vous voyez, une relation entre les carburants fossiles et le captage direct de l'air. Donc il y a beaucoup d'industries lourdes au Japon qui ont ces capacités techniques et on peut travailler avec des startups comme il y a aux États-Unis et créer des usines, par exemple, dans des pays du Moyen-Orient. Oui, pour les industries gazières et pétrolières. Donc, c'est théoriquement possible, mais je crois que la question posée, c'est au sujet de l'échelle. Car une fois que vous commencez à faire cela, cela va occuper une grande portion de terrain et cela peut porter préjudice à des ports qui sont sur le littoral. Et ces pays n'ont pas nécessairement une forte structure de gouvernance. Donc même si nous construisons quelque chose au milieu du désert, eh bien, le désert a son propre écosystème. Il y a des plantes et des animaux. Donc il faut protéger et améliorer certains des effets adverses du captage direct. Et je crois que le défi le plus important maintenant, c'est d'échelonner ce captage direct et pas simplement de traiter les effets secondaires. Bon, peut-être que les personnes auront une opinion différente, mais les industries sont si petites et donc si elles ne bénéficient pas d'un soutien, elles ne tiendront pas le coup. Une réaction à juste ce que vient de dire Massa sur ces entreprises qui ne tiendraient pas le coup. Ah oui, j'aimerais dire quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose dans la boîte de la question sur le coût du CDA. Et donc, ça pourrait être 60 dollars par tonne ou alors monter jusqu'à 500 par tonne. Il y a même une estimation qui parle de 1000 dollars par tonne, mais ça paraît vraiment complètement dépassé.
Et ça reste relativement cher, et même si vous avez de la chance, oui, ça va être quand même assez cher, de l'ordre de 100 dollars par tonne. Donc certaines personnes optimistes disent que ça peut être des numéros inférieurs, mais de toute façon, ça ne va pas être une technologie très économique. Donc il y a vraiment un besoin que le gouvernement crée un marché, autrement un marché libre ne résoudrait pas ce problème. Et le coût total est également l'une des questions, et il faut le voir et le comparer à l'aune du succès de la stratégie de la réduction des émissions. Et donc évidemment, la question du coût, eh bien, pourrait multiplier et atteindre 100 à 1000 par tonne à la fin du siècle, et c'est ainsi un chiffre approximatif. Mais en tant qu'économiste politique, j'ai tendance à dire que ce que dépense quelqu'un, c'est ce que gagne quelqu'un d'autre, voyez-vous. Donc c'est une question difficile, c'est une question philosophique, et une réaction à cela. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. David, dans une seconde, vous pourrez parler. Donc, nous avons parlé du stockage, mais il peut y avoir différentes formes de stockage. Donc, quelles sont les différences, et aussi quelles différentes formes de stockage représentent une utilisation? Si quelqu'un peut répondre, David, je vais vous donner la parole. Donc, si l'on regarde les stratégies de réduction des émissions, si l'on voit les profils du GIEC, et même dans les politiques les plus ambitieuses sur le climat et les émissions et les actions les plus fermes, le GIEC dit que le montant de nucléaire est déjà en train d'augmenter. Donc, si la part du nucléaire augmente beaucoup pour utiliser ceci, eh bien, voilà, quelle est la question du nucléaire pour trouver l'énergie nécessaire à ces systèmes? Oui, donc pour ces deux choses, David, je vois que vous avez levé la main, donc vous pouvez peut-être nous apporter quelque chose en la matière. Et j'aimerais aussi revoir ces deux questions avec toute personne qui lève la main autour de notre table. Oui, merci. J'aimerais revenir à la question de la flexibilité de l'emplacement et dire que je suis totalement d'accord avec Maya. Dire qu'il y a une flexibilité de l'emplacement ne veut pas dire que l'on peut mettre ces installations à n'importe où. Cela veut dire que ces installations peuvent fonctionner techniquement dans un plus grand nombre d'emplacements que d'autres formes de décès, et en contraste avec le captage et le stockage du carbone, qui doit être au même emplacement que la source d'émission. Donc le fait que ces installations puissent être installées dans différents endroits vous donne une plus grande capacité d'éviter les emplacements qui pourraient poser des problèmes. Vous ne devez pas mettre ces installations dans des endroits qui souffrent déjà de la pollution ou dans des écosystèmes sensibles. Et il ne faut pas qu'elles soient situées loin des dépôts géologiques pour pouvoir obtenir le stockage. Donc, ce sont les avantages de la flexibilité de l'emplacement que je voulais rappeler. Et Kerry aura beaucoup plus à dire sur le stockage, mais je voulais juste dire que c'était une question de gouvernance très importante. Techniquement, nous savons comment stocker le CO2 dans des formations géologiques sûres de façon permanente. Les processus géologiques travaillent pour réinjecter le CO2 dans les rocs au fil du temps, mais pourvu que ça n'y ait pas de fuite. Parallèlement à cela, ça veut dire que nous avons besoin de formations qui sont à l'épreuve des fuites, et ces formations existent. C'est pourquoi nous avons le pétrole et le gaz aujourd'hui. Et nous en savons beaucoup sur la géologie de ces formations qui sont sûres. Bien entendu, quand nous commençons à injecter des gaz, nous chamboulons les formations naturelles. Et donc, il faut que cela soit géré. Et c'est là que la politique intervient à nouveau. Nous avons besoin de schémas de régulation qui imposent des impératifs d'exploitation aux responsables de ces injections.
Nous avons besoin de transparence pour que le public ait accès à l'information et nous avons besoin de surveillance et de vérification. Toutes ces choses sont faciles à faire techniquement et économiquement, mais elles demandent bien sûr une politique, une volonté politique pour garantir que tout cela a bien le cas, et elles demandent des ressources qui garantissent que les organes de régulation sont convenablement financés. Carrie d'abord, et puis ensuite ce sera au tour de Maya. Merci, cela nous ramène à la question de l'endroit où on va stocker. Il y a plusieurs options. La plus populaire, c'est que le stockage se fasse dans des champs pétroliers ou gaziers qui sont taris, et ou alors là où il y a des roches profondes pleines d'eau salée. Mais en termes d'emplacement, eh bien, il faudrait voir près des champs gaziers ou pétroliers, et nous avons des données qui disent que on en sait un petit peu plus sur le type de roches qu'il y a, et donc qui prouve l'étanchéité de ces formations, donc, et qui montre comment on peut attraper le CO2. Donc les formations idéales pour le stockage seraient peut-être à 800 mètres de profondeur jusqu'à 2,5 km. Et il faut bien sûr être le plus efficace possible. Il faut vraiment s'intéresser au fait de savoir où va aller le captage direct de l'air. Quand on mène un projet de captage et stockage, il faut vraiment voir toutes les implications que cela a à avoir. Et bien entendu, cela peut soulever certains points tout à fait valables en termes de stockage en Europe. Il y a la directive européenne sur le stockage qui offre des documents d'orientation qui s'adressent aux opérateurs du stockage. Donc il faut voir comment les sites vont être contrôlés, et nous devons veiller à ce que cela soit expliqué de façon adéquate au public, qu'il y ait une surveillance adéquate dans la mesure du possible. Il faut être sûr de faire cela bien. Il y a beaucoup d'efforts évidemment dans ce sens pour que le stockage soit bien surveillé et pour rassurer le public quant à la réglementation en la matière. On en sait beaucoup sur l'industrie gazière et pétrolière et sur les endroits où le CO2 est naturellement piégé, et il peut y avoir des accumulations de CO2. Par exemple, si vous buvez du Coca-Cola en Amérique, eh bien, cela consomme peut-être du nickel ailleurs. On en sait beaucoup sur ces solutions qui y ressemblent, et on commence à faire nos propres projets de captage et de stockage, et ceci nous en apprend encore davantage. Il y a par exemple ce site de recherche qui s'attelle aux technologies de vérification et de surveillance. Ils ont essayé la gravité, la surface sismique. Et si nous voulons tout savoir sur cela, eh bien, nous regardons des projets commerciaux comme Boundary Down, et ils ont commencé à dire que eh bien, la surveillance doit être faite de manière efficace. Il faut qu'ils puissent faire du profit, et donc c'est la façon la plus efficace pour ce site, et c'est entièrement régulé, testé et vérifié, et les scientifiques de stockage se comportent comme il faut. Et nous apprenons sur le terrain en veillant à ce que le faire de façon responsable, car c'est absolument impossible de stocker le CO2 par exemple en Afrique. Donc voilà, je vous remercie. Maya, c'est à vous. Oui, il y a des choses intéressantes qui ont été soulevées sur la faisabilité technique, et je crois qu'il y a besoin de certaines mises en garde. Je ne prône pas le GAC, mais quand je pense au développement de certains de ces projets, et vous savez, le TNC a réfléchi pas simplement à la faisabilité technique, mais également aux aspects légaux et à la responsabilité qui vont de pair avec le stockage. Aux États-Unis, nous commençons à voir ces cas juridiques autour des terrains poreux. Donc, comment différencier les taux des terrains poreux de ceux des terrains minéraux? Et bien sûr, cela soulève des questions absolument sans précédent. Si vous possédez des terrains poreux, que pouvez-vous demander pour ces terrains? Combien paieriez-vous pour ça, et qui est responsable sur le long terme? Il faut des réglementations fédérales, et en Californie, une réglementation pour les normes de carburant à faible carbone qui demandent une surveillance de 100 ans pour le stockage.
et qui est responsable en fait à long terme. Donc en plus des questions de faisabilité technique, je crois que nous entrons vraiment dans un domaine de la loi qui est absolument sans précédent. Et nous ne comprenons pas encore tout cela. Et il y a des questions, si nous voulons passer à une plus grande échelle, nous devons commencer à y penser dès maintenant, pas simplement de voir si c'est faisable technologiquement, mais pour obtenir certains de nos objectifs climatiques. Mais il faut voir s'il y a les mécanismes politiques dont nous avons besoin pour que cela soit un succès du point de vue des propriétaires terriens, de la communauté, de la biodiversité. En cas de fuite, il faut savoir comment nous allons protéger les paysages et les personnes qui peuvent en subir les conséquences. Merci beaucoup. J'ai une question qui s'y rapporte. Nous parlons de mettre cela à plus grande échelle et de tous les défis qui s'y accompagnent, qui sont de la mise en place des bonnes politiques, de prendre en compte les bons éléments pour cela. Et cela semble un petit peu limité depuis ce point de vue. Dans les questions, on voit une demande quant aux exigences qui seraient nécessaires. Je ne sais pas quelle est la base pour calculer ce qu'il en est en termes de CDA. Nous n'avons plus de remède miracle. Alors, le CDA fait partie d'un ensemble d'options d'élimination. Et donc, si vous réfléchissez au type de défi que vous voyez, et vous êtes certainement familiarisé avec d'autres types d'approches, comment classeriez-vous les options les plus prometteuses à cette échelle, et quels seraient les facteurs que vous prendriez en compte dans ce contexte? Qui aimerait répondre à cela? Carrie, voudriez-vous répondre à cela? Oui, je vais être audacieuse et dire que je mettrai le captage direct comme une option qui est en dessous du captage et du stockage conventionnel. Il y a beaucoup d'expérience dans le captage du CO2, là où il est concentré, et cela est efficace et rentable. Donc pour moi, le captage du CO2 à partir d'une grande source est au-dessus du captage direct, simplement parce que c'est plus simple et plus efficace. Mais n'ignorons pas la capture directe, car les choses changent très rapidement, et si nous ne donnons pas une chance à ces technologies, eh bien, on ne voit pas ce qu'elles auraient pu nous apporter. Oui, pour rebondir pour cela, si l'on met d'abord l'accent sur le captage du carbone à la source, bien sûr, cela fait l'objet du débat, et on sait que cela contribue à l'élimination. Et si l'on prend deux perspectives d'objectifs différentes, c'est-à-dire que l'on travaille sur la réduction des émissions et les opportunités d'élimination, eh bien, je crois que les personnes diraient que les méthodes de stockage et de captage traditionnelles à la source est actuellement c'est un moyen peut-être d'une stratégie d'éviter les émissions ou des réductions des émissions. Et bien sûr, plutôt qu'une stratégie d'élimination. Et bien entendu, cela n'élimine pas les gaz à effet de serre et de l'atmosphère, et ça ne les nettoie pas. Donc, quel est votre point de vue en la matière? Oui, si l'on pouvait éviter d'avoir du CO2 dans l'atmosphère en premier lieu, ce serait très bien. Mais peut-être qu'on pourrait dire qu'il faudrait plutôt s'atteler à l'évitement plutôt qu'à l'élimination. Mais si on peut forcer à nettoyer l'atmosphère, alors c'est une bonne chose. Ah oui, il n'y a pas de question là-dessus, mais je voulais bien que ce soit clair. Et on sait tous à quel point il est difficile de nettoyer sa chambre une fois qu'on y a mis le désordre et que l'on regrette d'avoir mis ce désordre. C'est toujours ce que je dis à mes enfants. David? Oui, pour commencer, j'aimerais dire que je suis d'accord avec ce que Carrie vient de mentionner. Il y a la règle des trous. Quand vous êtes dans un trou, la première chose, c'est de ne pas aller plus profond. Et cela veut dire que d'arrêter d'émettre des tonnes supplémentaires dans l'air. Donc, l'atténuation des émissions est la première priorité. L'évitement et la réduction sont les priorités. Mais si nous faisons face au chamboulement climatique que nous voyons déjà dans les gros titres depuis des années, eh bien, nous avons à la fois besoin de la réduction des émissions et de l'élimination du carbone. Et c'est là que ces technologies entrent en ligne de compte. Alors, nous avons des choix, et ces choix ne se limitent pas à la réduction des émissions ou à l'élimination du carbone. Il y a un troisième choix qui consiste à ne pas tolérer
une souffrance inacceptable pour le monde. Et ces trois options sont nécessaires, si je puis dire, dans l'image générale. Et je pense que nous avons besoin de minimiser la souffrance, c'est-à-dire de maximiser les réductions des émissions et l'élimination du carbone, de faire ces deux choses. Merci David, et je crois que oui, dans une large mesure, nous lisons cela dans le GIEC, non? Et cela vraiment déborde dans toutes nos conversations. La gouvernance, aujourd'hui, c'est aussi prendre en compte ce dont vous avez parlé. Et donc, il va falloir inventer et gérer des questions de gouvernance qui pourraient donc valoir en première instance, comme les réductions des émissions. Et il y a une question qui va revenir à plusieurs reprises, c'est celle en quelque sorte du permis social pour ces technologies. Donc qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de permis social, et quelle serait par exemple la probabilité peut-être pour l'expérience que vous avez pu acquérir en faisant face à des projets de test, avec des projets de démarrage qui ont lieu, et comment réagissez-vous à cela? Massa? Oui, je crois que c'est vraiment une chose très importante à prendre en compte, et cela a trait au point que vous avez mentionné, c'est-à-dire du CSC par rapport à la capture directe. Et je pense que si l'on regarde les anciens rapports du GIEC, on voit qu'il parlait du besoin des équipements, vous savez, des usines alimentées au charbon avec la CSC, et que ce serait alors la solution la plus économique pour l'atténuation. Mais la réalité est tout autre. Donc je crois que vraiment ce qu'il faut prendre en compte, par exemple, pour pouvoir fonctionner, ce sont les questions d'acceptation. Et un grand nombre de pays sont face à cette question. Et bien sûr, je sens que beaucoup de personnes vont devoir imaginer une façon de répondre à cette acceptation du public. Et c'est parce que le CSC doit être localisé au même endroit que la source des émissions. Et ça, c'est la grande différence avec le captage direct dans l'air et le stockage. Car dans ce cas, il y a une flexibilité de l'emplacement. Donc c'est bien et pas bien, car je pense que dans le monde idéal, on peut avoir le meilleur endroit pour le captage direct de l'air en termes d'effets adverses sur des questions de biodiversité biologique et autres. Et cette technologie est énergivore, donc il faut créer des centrales d'énergie renouvelable pour la CSC. Mais bon, ça, c'est dans le cadre du monde idéal. Mais je pense que les compagnies vont se ruer vers les incitations financières. Dans le passé, nous avons beaucoup parlé du permis social dans une perspective nationale, du moins au Japon, mais le captage direct est clairement une technologie internationale, peu importe où elles sont placées. Et je pense que l'acceptation publique est un aspect global, et ceci est mauvais dans la mesure où on peut toujours trouver des endroits où cela importe peu aux gens qu'il y ait ce type d'installation. Je crois que nous pourrions faire un tour de table sur cette question. Maya, vous avez exprimé votre opinion sur le permis social. Alors, allez-y, s'il vous plaît. La question de l'acceptation publique est très épineuse, et elle concerne vraiment spécifiquement les communautés. Donc il ne faut pas faire des généralisations à l'emporte-pièce sur l'endroit où c'est faisable. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'aventurerai pas à le faire. Et dans ce livre sur la psychologie de l'ingénierie, que je vous recommande si vous ne le connaissez pas, eh bien, il y a beaucoup de choses à propos du permis social, et sur, en quelque sorte, la façon de devenir un expert en la matière. Et cela parle de sur qui va peser le poids du développement de cette technologie et qui va en récolter les bénéfices. Il faut savoir qu'il y a dans le monde des grands mentors, mais des plus petits mentors, et savoir qui a la responsabilité de porter ces technologies à plus grande échelle. Et nous devrions réfléchir si cela doit entrer dans le cadre des politiques. Donc peut-être que je soulève plus de questions que je n'apporte de réponses,
mais je crois qu'il faut commencer à réfléchir à ces questions. Si nous demandions à un grand nombre des personnes les raisons pour lesquelles il faut investir dans le captage direct, je crois que nous obtiendrions des réponses différentes. Donc il faut demander le plus rapidement possible aux décisionnaires, aux influenceurs, à la communiquer ce qu'ils veulent voir et quels bénéfices ils attendent pour leur communauté et quelles contreparties ils sont prêts à accéder en la matière. Carrie, qu'en pensez-vous ? Ce sont des questions très intéressantes en ce qui concerne le permis social pour pouvoir fonctionner. Et je ne pense pas que le facteur qui contrôle dans les scénarios d'IA, car ce sont les profils les plus efficaces pour réduire les émissions. La quantité de cette technologie qui pourrait être concluante dépend grandement de ce que l'on apprend au fur et à mesure que l'on tente de coller à ce scénario. Je vois une question qui a trait au CSC et qui demande combien il faut stocker et si l'on peut augmenter les quantités au fil du temps. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de stocker le CO2, il va falloir faire d'autres choses. Et donc la question est de savoir les conséquences que cela va avoir dans des endroits différents. Dans certains endroits, on va vouloir augmenter le renouvelable, alors que dans d'autres endroits, eh bien, il va falloir stocker plus de CO2. Et pour obtenir l'acceptation sociale, il faut communiquer avec les gens et sur tout ce que cela veut dire. David a mentionné la question de la souffrance, et il est vraiment très important de comprendre ce que les décisions veulent dire pour avoir un projet de CSC, ce à quoi cela ressemble, quel impact cela aura, quels sont les bénéfices que la communauté va pouvoir en retirer. Comme on pourrait demander les impacts d'installer une ferme éolienne ou de transformer une forêt en paysage agricole. Donc, il faut vraiment comprendre et bien expliquer aux gens les conséquences de l'installation de telle ou telle chose à tel endroit. Il y a 15 ans, j'ai parlé à quelqu'un en Inde qui disait qu'ils avaient le premier camp de réfugiés climatiques car le niveau de la mer avait monté, ils avaient été inondés et ils avaient été obligés de migrer. Donc il faut comprendre ce qui va se passer et en termes de coûts, eh bien, il ne faut pas ne parler que d'argent. Donc il est crucial d'avoir le permis social car il va falloir apporter une réponse, que ce soit une ferme éolienne ou le CSC, que ce soit le besoin de nucléaire. Il va falloir déployer ces technologies et donc il faut comprendre quels vont en être le coût et les bénéfices à l'échelle mondiale et planétaire. Merci. David, c'est à vous. Je crois que vous avez également à en dire sur le permis social. Allez-y. Oui, il y a des endroits dans le monde où la question du permis social peut être vraiment réduite, et par exemple comme dans certains des déserts du monde, non ? Mais on risque de se retrouver dans une situation où, par exemple, un projet de capital direct a des avantages pour le monde, par exemple avec l'élimination du carbone, mais qu'il y a des risques et des impacts qui vont être ressentis à des échelles locales. Donc, obtenir un permis veut dire qu'il y a besoin d'un processus d'engagement local et authentique qui est organisé et mené par les personnes et qui soit, bien sûr, qui attire la confiance de la communauté locale. Donc la première priorité, c'est de démontrer de façon crédible que le fonctionnement de ces installations, y compris le stockage, va garantir la sécurité. Et donc il est possible qu'une communauté ait à la fois les installations en tant que telles, industrielles, mais que le stockage se fasse vraiment près de chez elle. Donc, elle doit véritablement être convaincue que le fonctionnement et le stockage sont sûrs. Techniquement, il est possible de définir si le captage direct et le stockage vont être faits en toute sécurité, mais il faut vraiment qu'un communicateur crédible implique la communauté d'une façon, et bien sûr, et partage de manière également crédible les informations techniques et de façon la plus compréhensible possible. Et qui plus est, il faut qu'il crée une activité de surveillance, un
indépendante des opérateurs qui garantissent le fonctionnement sûr de ces installations. Et la troisième chose, c'est que les communautés vont demander, et c'est tout à fait compréhensible, ce qu'il en est pour elles. Car indépendamment de la sécurité de cette installation, eh bien, celle-ci se trouve encore à 3 pas de chez moi et elle profite au monde entier. Donc, le fait qu'elle soit vraiment à 3 pas de chez moi signifie que moi aussi, je dois en tirer quelques avantages en plus de ceux que le monde entier récolte. Et par exemple, ça pourrait être des revenus fiscaux. Cela pourrait aussi être des valeurs partagées pour l'espace forêt. Vous savez, les propriétaires terriens ont des droits sur ces terrains. Et donc, ces flux pourraient faire l'objet de taxes, d'impôts, lesquels seraient un bénéfice pour la communauté locale. Donc la nature humaine est telle que s'il y a des bénéfices tangibles qui reviennent à la communauté, eh bien, c'est quelque chose qui va vaincre les objections de certaines personnes à condition que le seuil de sécurité soit clairement démontré. Oui, merci. Donc, la question dans ce contexte, c'est peut-être de savoir comment nous pouvons évaluer ou approcher la question de la responsabilité. Nous tentons d'apporter quelques pistes, mais plus spécifiquement à cet égard, et j'ai 2 autres questions qui ne sont pas dans la boîte des questions-réponses, et je pense que nous allons y revenir très brièvement. Et nous pourrions donc répondre à la question de l'évaluation de la responsabilité ou d'avoir à faire face à la responsabilité pour le CDAS et pour le fonctionnement bien sûr à long terme. Et donc d'évoquer également les questions de responsabilité et de durabilité qui s'y rapportent. Gary, est-ce que vous souhaitez répondre ? Oui, j'ai levé la main, j'ai l'habitude parfois de le faire. En termes de responsabilité à long terme et de stockage de CO2 en Europe, le but est que les opérateurs sur le site démontrent que celui-ci fait preuve d'une stabilité à long terme et que donc cela va permettre une gérance à long terme. Et bien sûr, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que quand on cherche quelque chose qui marche sur le long terme, eh bien, il est absolument nécessaire que le gouvernement fasse valoir sa responsabilité. Donc ça fait l'objet d'un grand débat. Et comment peut-on assurer cette responsabilité ? Et il faut comprendre qu'il est essentiel de veiller à ce que le site soit correctement surveillé et géré et que le système fonctionne en toute sécurité. Donc, effectivement, la responsabilité est une question très importante. Donc, nous avons beaucoup avancé en matière de tests et il y a des projets qui répondent à cela. Oh, apparemment, il y a un problème de son. Est-ce que d'autres personnes m'entendent ? Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Oui, ne vous inquiétez pas, mais oui. Donc, je vais prendre le point de vue de quelqu'un car je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Maya ? Oui, je peux répondre. Nous parlons ici beaucoup des installations de stockage du carbone et ça n'existe pas actuellement aux États-Unis. Il y a une proposition très intéressante, ce qu'a dit Kerry, ce qui est que comment assume-t-on la responsabilité à long terme ? En particulier en Californie où nous avons des puits de pétrole et de gaz et puis qu'après nous abandonnons les vieux puits. Donc nous ne voulons pas que cela arrive avec le captage direct. Nous voulons avoir un captage fiable et stable qui va être et surveiller bien ces projets pendant toute la durée de vie de l'injection et ensuite de la production, du stockage.
Et si donc on repense au permis public, c'est-à-dire à l'obtention de cette perception publique sur le captage direct dans l'air, eh bien, nous pouvons nous reposer sur la technologie. Nous avons deux entités de confiance qui peuvent garantir qu'elles vont protéger les intérêts publics sur le long terme. C'est peut-être un besoin qui n'existe pas. Il n'y a pas d'intérêt financier à garantir que l'injection soit bien surveillée et qu'il y ait une responsabilité à long terme, étant donné qu'on ne sait pas si les entreprises seront encore là d'ici 100 ans. Donc on ne peut pas véritablement répondre à cette question aujourd'hui. Et l'option de service public peut être examinée, en particulier en Californie. Nous avons l'opportunité de créer des centres de stockage du carbone et ces endroits ont de multiples sources de CO2 qui peuvent être partagées dans des infrastructures avec les bénéfices et les coûts. Donc cela pourrait accélérer le déploiement de ces technologies et les opportunités de stockage dans certains endroits en particulier. Ah, oui, il faut réfléchir à la structure qui motive les niveaux les plus élevés de fonctionnement de l'installation par les opérateurs. Pendant les phases de sélection du site et d'injection, il faudrait éviter une situation où il importe en fait assez peu à l'opérateur, qui va être plutôt une compagnie privée, ce qui va arriver dans 20 ou 30 ans après la fin des opérations. Car eh bien, ça va être après à l'entité gouvernementale qui va devoir s'atteler à ce problème, et plutôt que l'opérateur. Donc il y a un besoin d'une structure qui dépasse cette tendance naturelle à se débarrasser du problème, et également des décisions d'ingénierie et de fonctionnement, et qui pourrait créer de plus grands risques à l'avenir. Et nous avons quelques modèles. Ils ne sont pas parfaits, mais nous avons des fonds pour le démantèlement qui sont essentiellement financés par une petite partie qui est prélevée sur les opérations des installations pendant la période d'exploitation. Et nous avons des exigences de garantie, par exemple, pour l'exploration en surface. Et comme nous l'avons vu aux États-Unis, elle s'avère infaillible. Car les entreprises du charbon sont en faillite, et alors elles se déchargent de leurs obligations à un bien moindre coût de ce qu'elles devraient. Et donc ces fonds résiduels ne sont pas suffisants pour réparer tous les dégâts qu'ont fait ces entreprises. Donc nous avons passé au peigne fin tous les scénarios où ce genre de choses peuvent mal tourner, et nous avons conçu un système qui crée le plus grand nombre de motivations pour que les opérateurs exploitent leurs installations en gardant l'œil sur l'avenir, et pas simplement sur ce qu'ils font pendant la période d'injection. Merci David. Je voulais dire qu'il y a des exemples desquels nous pouvons apprendre en termes de ces défis de responsabilité à long terme. Et là où la technologie évidemment comporte des risques et des dangers qui vont au-delà du contexte normal de fonctionnement des installations nucléaires. Mais deux choses. Il nous reste 20 minutes. J'ai deux questions auxquelles il faut encore répondre. Je crois que Carrie a levé la main, ou Maya. Mais bon, d'abord ces deux questions que nous avons reçues de notre public, qui a été patient de nous écouter. Donc je voudrais bien répondre à ces questions. L'une demande comment on peut traiter les émissions dans des industries difficiles comme la construction ou le transport, et comment le captage
direct et de stockage peut être utile face aux difficultés, aux difficultés en la matière. Et l'autre question demande où la recherche se fait, si on peut avoir un volontaire pour la deuxième question, savoir où se fait la recherche au-delà des endroits que nous avons déjà mentionnés, qui sont les États-Unis et l'Europe, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cela? Oui, Maza? Oui, je me suis portée volontaire, mais je n'ai pas véritablement une bonne réponse. Mais j'ai travaillé sur les différentes questions de technologie, de géo-ingénierie, et j'ai entendu qu'en termes de gouvernance, il y a un programme de recherche en Chine et en Inde. Et je n'ai pas entendu de recherche sur le CDAS qui serait mené en Inde ou en Chine, et je crois vraiment qu'il faut qu'ils s'y attellent sérieusement, car ils vont être les plus grands émetteurs. Et je pense que bien jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de recherche, d'activité de recherche dans ces pays que je viens de citer. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose? Non, alors autrement, l'autre question porte sur le rôle que le CDAS joue dans le contexte des émissions des industries et sur la façon de réduire ou de décarboner. Et donc comment le CDAS pourrait jouer un rôle. Par exemple, je crois qu'il est question des compensations ou des conséquences que cela aurait à la moitié du siècle. Oui, je pense que les politiques doivent faire une distinction entre les industries qui pourraient voir plus cher de réduire leurs émissions plutôt que de poursuivre le captage direct, et les industries où c'est soit techniquement infaisable ou alors où les coûts sont si élevés que cela interfère avec le consensus politique qui voudrait aller dans le sens d'une économie à zéro émission de carbone. Et je pense que les seuils pourraient être élevés. La supposition devrait être que ces installations sont des motivations pour continuer l'atténuation des émissions pour leurs propres industries. Et nous ne voulons pas nous mêler de la dynamique des industries qui seraient incitées à trouver de nouvelles manières de réduire leur processus d'émission et de réduire leurs besoins en combustibles fossiles. Et s'il y a une alternative assez bon marché pour qu'ils poursuivent cela au lieu de construire leurs propres efforts de recherche et de développement pour ces processus, alors vous avez créé un problème, car vous avez augmenté le besoin pour ces systèmes d'élimination du carbone, et qui plus est, vous avez fait en sorte que ces systèmes d'élimination du carbone soient déployés pour contrebalancer, pour compenser ces émissions, plutôt que d'améliorer l'atmosphère en retirant du CO2. Donc il va falloir que cela soit un système dynamique qui maintienne la motivation à avoir des réductions. Et en raison des coûts actuels du captage direct, certaines industries ne voient pas véritablement l'intérêt à poursuivre la capture directe comme une alternative afin d'explorer des façons de réduire plus efficacement leurs propres émissions. Mais nous avons un objectif pour réduire le coût du captage direct, et donc on peut se sentir tiraillé entre le besoin d'avoir un système de captage direct de l'air et celui d'améliorer la capacité de minimiser les émissions dans ces installations qui sont difficiles à contrôler. Donc j'aurais tendance à demander un seuil élevé, et je ne donnerai pas ma préférence à un système qui permet de poursuivre cela, tout simplement parce que c'est une utilité industrielle et qu'il est plus coûteux de faire baisser. Très bien, merci. Il nous reste 17 minutes.
Oui, donc je reviendrai à ça, mais avant j'aimerais donner libre cours à une autre question et je vais faire un tour de table avec chacun d'entre vous. Donc à votre avis, où en sera le CDAS à la moitié du siècle, juste avant que nous entrions dans une ère mondiale d'élimination de l'humanité, et quels seraient les meilleurs et les pires résultats dans ce contexte, et quelles seraient les 2 ou 3 étapes fondamentales de gouvernance que vous déclencheriez si c'est vous qui étiez aux commandes. Et ceci dans un proche avenir, si nous parlons de la moitié du siècle au sens strict. Donc je vais demander à Carrie et après nous prendrons la question de Scott qui est dans la boîte que nous avons reçue. Donc il nous reste 15 minutes. Carrie, c'est à vous. Merci, j'allais juste ajouter à ce qu'a dit David qu'il y a beaucoup d'industries, par exemple, où l'on peut appliquer le CSC et capturer du CO2 des procédés, par exemple, dans l'industrie pétrochimique. Il y a un procédé chimique qui produit du CO2 pur à 99% que l'on peut prendre et stocker. Comme dit David, nous devrions faire la distinction entre l'industrie qui vraiment s'attelle déjà à cela et celle où il faudrait tout simplement que le CSC soit adapté, tandis qu'il développe des alternatives peu coûteuses. Et le CDAS va prendre de l'ampleur parce que nous allons réaliser qu'il n'y a pas d'autre façon de remplir nos objectifs et que nous devons commencer à éliminer du carbone de l'atmosphère. Et le pire résultat serait de dire que l'on procède au captage direct au lieu de traiter les émissions maintenant. Et ce serait vraiment le mauvais message à envoyer car il faut traiter les émissions maintenant. Il aurait fallu commencer il y a 20 ans, mais voilà, maintenant c'est vraiment urgent. Et il faut voir quelles sont les étapes pour y parvenir. Ce serait de chercher quelles sont les façons les plus efficaces d'avoir cette technologie dans notre portefeuille d'options pour que ceci fonctionne. Donc, nous avons nos objectifs climatiques. C'est très bien de séparer les objectifs d'émission et d'évitement et de décider ce qui est le plus effectif. Donc ça ne va pas être pareil dans tous les endroits, mais nous avons ce portefeuille de technologies. Il faut utiliser les options naturelles, les options de réduction, les options d'élimination. Les motivations vont être différentes en fonction des endroits et les résultats aussi, mais il faut vraiment veiller à aller de l'avant avec cela. Merci. Donc je vais donner la parole à Maza, puis ce sera à David et enfin à Maya. Donc Maza, je pense qu'en 2050, le CDAS pourra capter une gigatonne de CO2 et le mieux, ce serait bien sûr le meilleur profil ou scénario. Et je ne me préoccupe pas tant des effets secondaires d'une sorte de dissuasion de l'atténuation. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas imaginer un scénario où les coûts du CDAS tomberaient vraiment beaucoup plus vite que les autres possibilités d'atténuation. Et les autres technologies d'atténuation voient leurs coûts diminuer très vite. Donc je pense qu'il y aura d'autres opportunités pour la réduction des émissions. Et la pire situation serait probablement de n'avoir aucun CDAS. Et les startups ne tiendront pas le coup car elles manqueront de soutien. Et les défis principaux pour les gouvernements, eh bien, je le répète, c'est le besoin pour les entreprises d'avoir un marché. Donc, il faut créer ce marché qui soutienne les entreprises et les incite à développer. Et bien sûr, il faut prendre en compte les effets secondaires avec soin. Donc, il faut créer un cadre politique décent et nous devons supporter les entreprises de CDAS car autrement, ces technologies ne seront pas développées en 2050. Merci. Je vais répondre à la question de Scott et j'espère y apporter une bonne réponse.
Et en Californie, les modèles qui sont envisagés, c'est que simplement les énergies renouvelables sont aptes pour le captage direct. Et je pense que c'est une opportunité vraiment ratée de comprendre l'électricité et les compensations que nous pourrions obtenir de sources différentes. Donc, je n'ai pas une réponse définitive et nous avons besoin de nous demander et de voir quelles sont les améliorations d'exploitation et de voir quelles sont les différentes compensations avec les systèmes qui existent. Et bon, j'aimerais vraiment dire, je viens de traverser les feux de forêt en Californie et vraiment ça c'est un sujet qui est assez angoissant pour moi. Car nous devons répondre vraiment à ces questions, car que nous le croyons ou non, la capture directe est nécessaire pour atteindre les objectifs à la moitié du siècle, et c'est quelque chose que nous devons aux générations futures, et cette technologie, donc nous devons l'envisager comme une option pour examiner tous les bénéfices et les contreparties que nous pourrions en tirer. Il faut du temps pour y répondre et les améliorations dont nous avons besoin pour agrandir cela eh bien, vont nous coûter du temps et de l'argent. Nous devons nous y atteler car nous voyons les dégâts de plus importants des effets climatiques. Et donc, je crains qu'à la moitié du siècle, nous n'ayons pas fait la recherche qu'il fallait parce que nous pensions que nous n'en avions pas besoin. On ne peut pas prédire à l'horizon 2050, mais s'il faut vraiment commencer à faire la recherche dès maintenant. David Oui, merci. Kerry et Maya ont vraiment dit des choses très importantes. Je suis contente que ce soit enregistré. Je n'ai pas répété ce qu'elles ont dit et j'encourage juste les personnes à écouter. Donc, en deux mots, d'abord la politique. Je pense que nous avons besoin de fixer des objectifs ambitieux en termes de décès, en plus des émissions, de réduction des émissions. Et deuxième, nous avons besoin dès maintenant d'adopter des politiques qui vont accélérer le déploiement d'un CDA pionnier et afin que cela donc, soit mis en fonctionnement pour que nous puissions en apprendre et réduire les coûts et les demandes en énergie. Voilà, merci. Notre campfire touche à sa fin. Nous finissons un petit peu plus tôt que prévu car nous avons répondu à toutes les questions. Je ne voudrais pas résumer tous nos conclusions, mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Donc, je voulais vous remercier tous d'avoir pris le temps de partager vos pensées et d'avoir abordé toutes ces questions. Il devient de plus en plus clair que le captage direct de l'air et le stockage est l'une des technologies qui sont sur la table, comme quelqu'un l'a dit. Et la gouvernance, il fallait la commencer hier, mais cela fait plusieurs années que nous menons des initiatives et des portes qui étaient fermées il y a 3 ans sont en train de s'ouvrir, ce qui est un point positif. Et nous avons 25 ans pour arriver à ce que nous voulons. Et j'espère que mes enfants vont vivre dans un monde où tout ceci sera résolu et fonctionnera et qu'ils n'auront pas à s'inquiéter d'avoir à limiter davantage. Et donc on assiste à un grand changement et comme le disait quelqu'un, je crois Maya, les modèles que nous avons sont en grande mesure des modèles technologiques qui nous donnent des options et des opportunités. Et nous essayons d'en savoir plus et de comprendre pourquoi nous devons faire tout cela. J'aimerais donc maintenant terminer. Est-ce que quelqu'un a une remarque avant que nous terminions ? Non, je ne vois personne. Il ne faut pas arrêter d'agir. Oui, donc prenons bonne note. Il faut vraiment rester actif. Donc, je vous remercie à tous d'avoir consacré du temps à ce campfire qui sera disponible à la demande. Et nous avons eu donc des participants, une dizaine de personnes qui ont été avec nous. Et donc, cela nous permettra de poursuivre nos initiatives et également de pouvoir augmenter la sensibilisation. Donc, merci beaucoup. Et nous avons hâte d'avoir d'autres interactions avec vous et avec peut-être certains des participants. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci. Merci.